Merci beaucoup. Merci à tous, bonsoir à tous, merci d'être là. Et moi, c'est vrai que c'est pareil, je suis très content d'intervenir enfin pour le CALA, parce que ça fait un petit moment qu'on se croise, comme tu dis. Et puis moi, je suis lyonnais, donc je suis local. Et ce soir, je vais vous parler du Zodiac, avec un titre un peu provocateur. C'est une conférence que j'ai donnée aux Rencontres de Ciel et Espace au mois de novembre. Et comme j'en ai donné 3, donc en fait j'ai mixé entre la première et puis la troisième. Je pense que je vais en dire quelques mots après. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, si vous allez, je dirais, prendre autant de plaisir que j'en ai eu, moi, à travailler le sujet et puis à construire un petit peu cette intervention. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce titre. Donc, déjà, les remerciements, c'est fait. Je ne sais pas si vous connaissez mon travail. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je commence à produire des choses un peu plus, comment dire, en vidéo, notamment beaucoup de contenu sur Internet. Et j'ai la particularité d'être un ex-astrologue. C'est-à-dire que moi, il y a 20 ans en arrière, j'étais en plein dans l'astrologie, j'y croyais dur comme fer. Et j'avais un master en histoire et philosophie des sciences, comme quoi c'est pas que des questions d'ignorance, etc. J'étais un passionné d'astronomie depuis très longtemps. Et donc, c'est vraiment des choses qui se mélangeaient dans ma tête. Et puis, pour aller très vite, parce que si vous voulez en savoir plus, il y a tout un livre qui en parle là-bas, tout mon parcours. En fait, quand j'ai été au contact des astrologues pour la première fois, ça a été très difficile pour moi. Et en reprenant mes notes, parce que j'ai gardé plein de notes, je me suis rendu compte qu'au bout de 6 mois, j'ai arrêté de pratiquer l'astrologie. 6 mois après avoir rencontré des astrologues professionnels. Et donc je suis resté quand même dans le milieu et ça a remis complètement mes croyances en question. Et comme j'avais une formation en histoire et philo des sciences, donc moi je voulais comprendre des choses et j'étais persuadé quand même que l'astrologie c'était vrai, qu'il y avait quelque chose derrière. Et j'ai essayé de prouver l'astrologie en oubliant que plein d'autres avaient essayé avant moi, que ça n'avait pas marché. Et en fait, sans le vouloir, j'ai commencé à faire un travail sceptique sur l'astrologie, à tout remettre en question. Sachant que quand on est dans l'astrologie, il faut qu'on est très loin des horoscopes de presse, des choses comme ça, on a beaucoup plus de choses. Et en fait, petit à petit, je suis sorti de l'astrologie. Parce qu'en essayant de trouver vraiment ce qu'il y avait de certifié, de justifié, de fondé, je n'ai rien trouvé. Et en fait, c'est le problème de ce genre de croyance, c'est qu'on pratique, mais sans avoir recherché à vérifier ce sur quoi on travaille. Et donc je suis passé de l'autre côté, du côté des sceptiques, parce que je leur ai apporté des compétences, parce que j'ai des compétences techniques que j'ai apportées de je sais pas, 15 ou 20 années de croyance et de pratique. Et je démonte l'astrologie maintenant depuis une dizaine d'années sur les réseaux. Je suis AstroSept, le sceptique de l'astrologie, et il y a une centaine de vidéos sur YouTube, quelques dizaines de conférences, etc. Et il se trouve que dans les débats sur l'astrologie, donc je suppose que vous en avez déjà entendu parler, il y a souvent le problème de la 13e constellation qui est posée. 13e constellation, 13e signe. Est-ce que le zodiaque doit se limiter à 12 constellations, 12 signes, 13 constellations, 13 signes, etc. Et moi, je me rappelle que quand j'étais croyant, quand j'étais dans le monde des astrologues, c'est une critique vraiment que je trouvais insupportable. J'avais des raisons pour ça. Et quand je suis passé chez les sceptiques, c'est une critique que je n'ai toujours pas acceptée. Et il y a 2 ans, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire le tour un peu des textes des astronomes. J'ai laissé les astrologues de côté parce que la biblio était énorme. J'ai laissé les sceptiques aussi de côté. Je voulais vraiment juste des gens qui avaient une formation d'astronomie et je voulais voir ce qu'ils disaient un peu sur le zodiaque, comment ils le définissaient, etc. En me disant, voilà, comme ça on va faire un petit peu le tour de la chose et puis on va discuter. Moi j'avais des arguments aussi à défendre. Et puis finalement, comme toujours, malheureusement ou heureusement avec moi, je me dis j'en ai pour 2-3 semaines et puis j'ai été obligé d'arrêter au bout de 6-8 mois. Et j'ai cumulé 250 productions astronomiques évoquant le zodiaque ou définissant le zodiaque. Et vous allez voir que c'est très fleuri. Et le problème, c'est que l'astrologie, c'est un sujet réglé au niveau scientifique. C'est normal, il n'y a plus rien à chercher, est-ce qu'il y a une influence des astres ou pas. On a fait le tour de la question. Donc les publications académiques, elles sont assez anciennes. Mais par contre, aujourd'hui, avec les réseaux, avec Internet, on a énormément d'astronomes qui viennent s'exprimer souvent sur l'astrologie pour en faire une critique. Et donc, j'ai énormément de contenus qui sont de tous horizons, j'ai envie de dire, mais qui restent quand même des contenus d'astronomes. Parmi
parmi mes premières surprises, eh bien, j'ai eu le fait de découvrir, de voir qu'il n'y avait pas une définition, il n'y avait pas deux définitions, il y en avait plein, en fait, qui étaient ici, qui étaient là. Ce qui m'a obligé à aller chercher officiellement, y a-t-il une définition du zodiaque, ce genre de choses, je vais vous en parler. Et puis, le problème, c'est que la plupart des définitions ne sont pas compatibles entre elles. Donc, laquelle choisit-on ou pas? Alors là, on va être en plein dedans ce soir. Et comme il y a des définitions, vous allez voir qui sont fausses, le problème, c'est qu'on tire des schémas de ces définitions. Et donc, il y a plein de schémas qu'on a l'habitude de croiser qui, vous allez voir, ne tiennent pas vraiment la route. Et puis, la question de la 13e constellation, quand on lit un peu ce qu'écrivent les astronomes, ils se demandent mais pourquoi est-ce qu'elle n'est plus là? Alors, donc souvent, ce sont les astrologues qui sont accusés. Est-ce qu'ils l'ont supprimée? Est-ce qu'ils l'ont oubliée? Alors, il y a plein d'hypothèses qui sont avancées. Et là, on parlera, non, je ne le ferai pas, puisque donc c'est les définitions, c'était la première conf que j'ai donnée aux rencontres de ciel et espace. Les schémas, c'est la 3e, et les origines, c'est la 2e. Et donc aujourd'hui, je ne parle pas des origines, mais la question, c'est vraiment, quid de la 13e constellation d'Ophiuchus, il y a 2 siècles, il y a 5 siècles, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, voire il y a 3000 ans. Et donc, j'ai fait un travail un peu d'histoire des sciences là-dessus. Ça, c'est déjà en ligne, c'est sur ma chaîne. Et donc ça, j'en parlerai pas ce soir. Mais en tout cas, c'est un sujet qui s'est révélé bien plus vaste que ce que je pensais. Moi, je pensais que ça allait être assez simple. Et finalement, ça aborde énormément de questions. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler surtout des définitions, mais je vais illustrer avec quelques schémas. Et donc, le zodiaque, c'est quelque chose qui est tellement simple en apparence, que j'ai envie de dire, on prend presque plus le temps de le questionner. Et vous allez le voir au niveau des définitions. Et donc, je pense que c'est un problème. Donc, c'est vrai que là, je vous parle du zodiaque, que je ne l'ai pas défini. Je vais vous donner plein de choses par la suite. Mais qu'est-ce que le zodiaque? Avant de rentrer dans les définitions, en tout cas, on va le définir au niveau de sa fonction. C'est-à-dire, c'est un outil de repérage sur la voûte céleste qui permet de repérer les astres. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, c'est pas si simple, mais sur le principe, c'est ça. Donc, on va commencer par un petit sondage, parce que moi, ça m'intéresse ce que vous pensez. Je suis curieux. Donc, je vais vous proposer, en fait, de définir le zodiaque. Donc, le entre guillemets, parce que je vais vous proposer quelques définitions, alors les plus classiques, qu'on trouve souvent. Et en fait, je vais tout vous les donner, puis après, je vais vous demander de voter, mais après, pas au fur et à mesure, comme je l'ai fait à Paris. Donc, par exemple, est-ce que le zodiaque, c'est l'ensemble des 12 signes astrologiques? Dans ces cas-là, un signe, c'est comme une constellation. Est-ce que le zodiaque, c'est l'ensemble des 12 constellations traversées par le Soleil ou la ligne écliptique? Est-ce que le zodiaque, c'est l'ensemble des 12 constellations traversées par le Soleil, la ligne écliptique, mais aussi la Lune et les planètes? Est-ce que le zodiaque, c'est l'ensemble des 13 constellations traversées par le Soleil et l'écliptique seulement, c'est-à-dire les 12 classiques plus Ophiuchus, le Serpentaire? Donc là, on est vraiment dans les bases, normalement. Est-ce que le zodiaque, c'est l'ensemble des 13 constellations traversées par le Soleil ou la ligne écliptique, mais aussi la Lune et les planètes? Allez, vous avez droit à une possibilité. Est-ce que c'est une autre définition? Donc moi, ça m'intéresserait de savoir, pour vous, quelle est la bonne définition. Et donc, j'ai envie de faire ça à main levée. Donc là, maintenant que vous les avez toutes, donc si je prends la première, est-ce que le zodiaque, c'est l'ensemble des 12 signes astrologiques? Est-ce que quelqu'un on a une réponse? D'accord. Ce qui serait bien, c'est d'avoir qu'une seule réponse par personne, un seul vote en tout cas, ou alors il faudra le justifier éventuellement. Est-ce que pour vous, le zodiaque, c'est l'ensemble des 12 constellations traversées par le Soleil, la ligne écliptique, etc. Ah oui, il y a du monde déjà. Donc, attendez, si vous pouvez relever, je compte comme ça. 3, 6, 9, 12, 14. Ok, très bien. Alors, est-ce que le zodiaque, c'est l'ensemble des 12 constellations traversées par le Soleil, l'écliptique, mais aussi la Lune et les planètes? 2 personnes là-bas. D'accord. L'ensemble des 13 constellations traversées par le Soleil ou l'écliptique? 3, 4, d'accord. L'ensemble des 13 constellations traversées par le Soleil ou l'écliptique, mais aussi la Lune et les planètes?
D'accord, donc ça fait 4, 6, 9. Ok. Alors j'ai un trou de mémoire, le 14, c'était les constellations traversées par le Soleil, l'écliptique et les planètes, c'est bien ça, 14 personnes. Une autre définition pour quelqu'un. D'accord, il y a une personne. Bon, très bien, très bien. Eh bien, allons-y, rentrons, parce que je ne vais pas vous donner de réponse. Mais vous voyez quand même, on dit le zodiaque. Mais là, on a déjà plein de définitions qui sont assez proches les unes des autres en plus. Quelle est la bonne? Eh bien, a-t-il une de bonne en fait? Allons-y. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de la 13e constellation, Ophiuchus? Donc, vous avez vu déjà qu'il y a plein de définitions différentes, mais qu'on dise qu'il y a 12 constellations ou 12 signes, ou alors 13 constellations ou 13 signes, tout n'est pas possible. Il faut choisir déjà. Ces 4 définitions sont incompatibles. Donc, il va falloir qu'on aille voir dans le détail un petit peu, voir si on peut départager. Et donc, pourquoi on parle de 13 constellations? Parce que depuis 1930, on a délimité officiellement les constellations, qui sont ces polygones un peu discordus. Et en fait, si on suit les 12 constellations qui ont le même nom que les signes astrologiques, plus la 13e, qui s'appelle Ophiuchus, on voit que la ligne écliptique, qui est donc suivie par le Soleil toute l'année, traverse ces constellations-là. Donc le Soleil traverse 13 constellations, les constellations définies depuis 1930. Si on rajoute les signes astrologiques par-dessus, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de représentations où on a les deux, et bien là vous avez ce qu'on appelle la bande zodiacale avec les 12 signes astrologiques. Et donc si on les superpose sur les constellations, ça donne ce genre de choses. Et on voit bien qu'Ophiuchus, forcément, passe dans l'un des signes astrologiques, mais il n'y a pas de 13e signe astrologique. Donc, si vous l'avez remarqué, en fait, on a le décalage dû à la précession des équinoxes qui apparaît. Au hasard, ici, on a le signe de la Vierge, qui est vraiment sur la constellation du Lion, par exemple. Alors, pas tout à fait, parce qu'il déborde aussi sur la Vierge, parce que la Vierge est tellement grande qu'elle englobe, elle, le signe de la Balance, plus elle dépasse. Mais donc, si on superpose le zodiaque des signes et le zodiaque des constellations, je suis obligé de les appeler comme ça, on a ces représentations-là. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a peut-être plusieurs zodiaques. Il y a plusieurs définitions, mais peut-être pas pour un zodiaque. On va en reparler. Donc, c'est pour ça que je dis que ça serait bien de revoir les bases, et puis de voir si on peut se mettre d'accord sur les désaccords, les différences qu'il y a entre les définitions. Alors, si on commence par vraiment le début, on va parler un petit peu de la géométrie du système solaire, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a une ligne écliptique, pourquoi ça traverse ces constellations, je dirais plutôt que d'autres. Et donc en fait, on peut l'expliquer tout simplement parce qu'au départ, notre système solaire s'est formé à partir d'un disque, le Soleil au centre et la matière se répartissant autour. Donc la matière occupe un espace très particulier et très fin, on va dire, autour du Soleil. Et aujourd'hui, étant donné que chaque planète tourne sur un plan qui lui est propre autour du Soleil, on peut représenter les choses de cette manière-là. Alors, c'est très difficile de trouver un schéma où on a l'équateur solaire, parce que normalement, on a le Soleil, c'est vraiment l'astre au centre entre guillemets du système. Et si on avait l'équateur solaire, on pourrait placer les plans des planètes. C'est difficile de le trouver. Donc là, la plupart des schémas renvoient en fait un repérage qui est anthropocentrique, c'est-à-dire pas géocentrique, mais anthropocentrique, c'est-à-dire c'est vraiment le plan de la Terre qui est pris comme référence. Ce qui fait que là, les plans des autres planètes donc, sont orientés en comparaison avec le plan de l'écliptique, qui est le plan de l'orbite de la Terre. Donc vous voyez que vu du Soleil, le plan de Mercure est incliné de 7 degrés, Vénus c'est 3,4, Mars c'est 1,9, donc c'est très proche quand même de l'écliptique, Jupiter 1,3, Saturne 2,5, etc. Et en fait, peut-être que si vous ne les connaissez pas, vous tiquez par rapport aux angles dont on parle habituellement. Et c'est normal, parce que d'habitude, on donne des angles plutôt vus depuis la Terre. Donc, les planètes se sont formées sur des plans assez proches, mais dans notre ciel, on a un gros truc qui s'appelle la Lune. Et la Lune, elle, en fait, orbite aussi assez proche du plan écliptique, qui est en bleu ici, et elle s'éloigne de 5 degrés du plan écliptique. Donc, on reste dans les mêmes zones. Mais il se trouve que la Terre est au milieu, entre guillemets, de tout ça, elle est au sein des planètes. Et les deux planètes qui s'approchent le plus de nous, ce sont Vénus et Mars,
Et en fait, si vous regardez bien, la Vénus est éloignée à une certaine distance du Soleil, mais elle va être plus proche de la Terre que du Soleil à certains moments. Ce qui veut dire, c'est logique, que vu de la Terre, Vénus va être vue sous un angle de 3 et quelques degrés, ça varie aussi selon les sources, et bon, là, c'est pas à l'échelle, mais en fait, comme la Terre est plus proche de Vénus, l'inclinaison par rapport à l'écliptique va être plus importante. Et ça, c'est peut-être un des chiffres dont vous avez l'habitude. Vénus s'éloigne de la ligne écliptique à peu près de 8 degrés et demi. Et donc, c'est la planète qui s'éloigne le plus de la ligne écliptique vue depuis la Terre. Alors ça, c'est important, parce que c'est souvent par rapport à ça qu'on va définir l'idée d'une bande, la bande notamment des signes du zodiaque que je vous ai donné tout à l'heure. En fait, étant donné que Vénus s'éloigne à 8 degrés et demi de part et d'autre de la ligne écliptique, vous pouvez chercher toutes les autres planètes jusqu'à Neptune, vous les trouverez dans cette bande, forcément. Donc, les anciens ne connaissaient pas Uranus et Neptune, mais jusqu'à Saturne, en tout cas, on savait qu'on pouvait trouver les planètes dans cette petite bande du ciel, donc une bande de 17 degrés de large. Donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer l'existence d'une bande zodiacale. Alors, la première définition astronomique du zodiaque, elle renvoie traditionnellement, depuis longtemps, à 12 constellations. Et le zodiaque, ça serait l'ensemble des 12 constellations, en fait, du même nom que les signes astrologiques. Alors moi, je vous ai déjà montré que le problème, c'est que maintenant, l'écliptique traverse 13 constellations. Donc, c'est bizarre quand on a encore des auteurs qui donnent cette définition, mais si vous regardez les sources, j'en ai une, par exemple, en 2023. Donc, j'en ai en 2019, 2015, etc. Donc, c'est des définitions qu'on peut encore trouver. C'est ce genre de représentation qu'on a, puisque la Terre tourne autour du Soleil. En fait, à n'importe quel endroit qu'elle soit, le Soleil est toujours situé devant une constellation. Et c'est pour ça qu'on va dire que le Soleil est, par exemple, ici en Cancer, parce que, vu depuis la Terre, il est devant, entre guillemets, la constellation du Cancer. Donc, on peut avoir ce genre de représentation. Et donc, si on commence à parler des problèmes, en fait, des représentations, eh bien, normalement, entre le Scorpion et le Sagittaire, on devrait avoir Ophiuchus, la 13e constellation, ou Serpentaire en français. Par exemple, là, il n'y est pas. Donc, on va avoir des représentations zodiacales comme ça, avec 13 constellations, avec 12, ça dépend. En termes de largeur de bande zodiacale, j'en ai trouvé un qui définissait le zodiaque par les constellations traversées par la Terre. Parce que tant qu'à faire, on est dans un système héliocentrique, alors pourquoi pas définir le zodiaque par rapport au Soleil. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, la planète qui s'éloigne le plus dans ces cas-là, en tout cas de notre écliptique, c'est Mercure. Donc ça donne de toute façon pas les mêmes angles, et c'est pas très applicable vu de la Terre, si nous on veut repérer les astres. Et puis, donc ça crée un paradoxe, parce que puisqu'on ne parle pas d'Ophiuchus, si le zodiaque c'est l'ensemble des 12 constellations, ça veut dire que quand le Soleil ou d'autres astres traversent Ophiuchus, il sort du zodiaque. Alors ça c'est gênant, si on veut définir le zodiaque par rapport au Soleil, mais qu'il sort du zodiaque de temps en temps. Donc ça c'est un paradoxe que j'ai trouvé aussi dans des articles, ce qui fait que franchement un zodiaque à 12 constellations, je pense que c'est mort. On ne peut pas garder cette définition-là. Donc ça c'est l'image que je vous ai mise au début, et les délimitations des constellations qu'on va utiliser, ce sont celles de 1930, puisqu'elles ne l'étaient pas officiellement auparavant. Auparavant, on avait des catalogues célestes qui proposaient plus ou moins des constellations et des délimitations, mais ça variait d'un catalogue à un autre. C'est pourquoi, en fait, l'Union astronomique internationale a décidé de normer un petit peu tout ça, et ça s'est fait dans les années 20. Et donc, la publication a eu lieu en 1930, et c'est l'astronome belge Eugène Delporte qui s'en occupait. Donc, il faut arrêter avec les schémas à 12 constellations. Et peut-être que maintenant, vous allez faire comme moi, c'est-à-dire que vous allez avoir mal aux yeux quand vous voyez ce genre de schéma. Alors là, celui-là, c'est un schéma vraiment très original que j'ai trouvé, parce que lui, il assume, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a laissé un trou aussi. C'est-à-dire qu'il a les 12 constellations du zodiaque, et puis là, il n'a pas mis Ophiuchus. Donc, dans ces cas-là, le Soleil est en dehors du zodiaque, alors qu'il définit le zodiaque. Normalement, c'est très très bizarre. Ce genre de schéma aussi, c'est dans un cours universitaire, j'ai trouvé ça.
Donc là, c'est vraiment le basique, il n'y a que 12, de toute façon, non. Ici, alors ça, c'est aussi assez terrible, mais donc je pense, enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Tous sur orbite, la magnifique émission qui doit avoir une vingtaine d'années maintenant, 20-25 ans, et je ne sais pas, c'est pas pour l'an 2000 qu'elle était sortie. Et donc, les représentations du zodiaque dans Tous sur orbite, c'est terrible, quoi. Là, par exemple, vous avez un moment, donc vous avez les astérismes, là, par exemple, là du Scorpion, et puis là du Capricorne. Donc Ophiuchus n'existe pas. Après, vous avez d'autres schémas comme ça qui ne mentionnent pas la 13e constellation. Donc techniquement, ces schémas, il y a un problème. Si le Soleil traverse 12 constellations et définit le zodiaque, il sort du zodiaque, quelque chose qui ne va pas. Donc ça, moi, je ne peux plus voir ces schémas, ça me fait mal aux yeux. Et donc, 12 ou 13 constellations, vous voyez que normalement, on va tendre du côté des 13. Et les astronomes vraiment rappellent très très souvent que le Soleil traverse 13 constellations, parce que déjà c'est vrai. Et puis, comme ils sont souvent invités pour parler du zodiaque dans le cadre de débats sur l'astrologie, ou de controverses en tout cas, eh bien, c'est la première chose qu'ils rappellent, parce que les astrologues ne tiennent pas compte d'Ophiuchus. Alors, ont-ils raison ou pas de tenir compte d'Ophiuchus, c'est une autre question. Et dans les faits, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc là, le nombre d'astronomes qui rappellent cette évidence, j'ai envie de dire, il y en a énormément. Mais étant donné que dans les débats, il y a la question des origines du zodiaque qui se pose, et bien en fait, quand on va chercher du côté des textes historiques, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les origines de l'astronomie, et bien quand on va chez les historiens, en fait, je n'en ai trouvé que 3 qui évoquent la question d'Ophiuchus. Et ça, c'est un peu bizarre, parce que tous les astronomes le font, mais alors les historiens, eux, ils n'ont pas l'air d'accorder de l'importance à cette question-là. Donc vous avez la solution, de toute façon je le dis juste après, je crois. Non. La solution, vous l'avez dans la deuxième des interventions que j'ai données à Paris, et qui est donc sur ma chaîne YouTube. Donc là, je ne pourrais pas vous en parler ce soir, je ne vous spoilerai pas ça. Mais en tout cas, il y a des raisons pour lesquelles les historiens ne traitent pas de cette question, en fait. Donc pourquoi les astronomes rappellent le problème ? Eh bien parce que les astrologues donc, ne repèrent pas les astres dans Ophiuchus, ni la constellation, ni le signe. Donc c'est pas tout à fait vrai, il y a un courant minoritaire qui repère les astres dans des constellations. J'aurais envie de dire des pseudo-constellations. Et donc eux, ils utilisent la 13e constellation, mais c'est vraiment une minorité d'astrologues. Ensuite, ils le rappellent parce que la plupart des gens ne connaissent pas, dans le grand public, cette constellation. Ophiuchus de Serpentaire, c'est pas si évident, parce que pour eux, il y a aussi l'astrologie, donc 12 constellations. Donc c'est bien de rappeler que non, le Soleil traverse 13 constellations. Et puis ils le font aussi parce que l'astrologie, en fait, ne travaille pas vraiment dans le ciel réel. Je ne vais pas pouvoir m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais le ciel des astrologues, c'est un ciel vraiment géométrique, virtuel, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Si vous connaissez un peu l'astronomie grecque, on est dans une astronomie un peu idéalisée, géométrisée, et les astrologues sont restés un petit peu dans ce genre de système. Et puis, techniquement, si les astrologues n'utilisent pas Ophiuchus, on peut en déduire que leurs prédictions et leurs interprétations sont nécessairement fausses. Alors ça, il y a des arguments à répondre à ce genre de choses, mais c'est une des motivations, en tout cas, je pense, la plupart des astronomes. Donc, grosso modo, on dit qu'il manque une constellation ou un signe dans le zodiaque des astrologues. Donc, c'est pour ça qu'on donne autant d'importance à cette question-là. Alors, je vous ai montré que le Soleil traversait 13 constellations. Eh bien, quand on va dans la littérature, donc on multiplie les articles, on se rend compte qu'il y en a certains, les articles, les vidéos, les interviews, certains astronomes, en fait, disent que non, en fait, le Soleil ne traverse pas 13 constellations, mais 14. Alors là, c'est surprenant quand on voit ça, on se dit, bon, pourquoi ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez le truc, il se trouve que chaque année, en fait, quand Delporte a défini les constellations, la constellation de la Baleine vient vraiment frôler l'écliptique. Mais frôler au point que le corps du Soleil, vous voyez, coupe la pointe, une des pointes de la constellation de la Baleine. Donc manifestement, c'était il y a quelques jours, puisque c'est autour du 28 mars. Et donc, qu'est-ce qu'on doit dire que le zodiaque, finalement, dans ces cas-là, comporte 14 constellations ? Parce que, techniquement, le corps du Soleil, effectivement, va passer dedans. Alors, par contre, vous voyez, c'est un tout petit bout qui passe, c'est un tout petit bout du corps du Soleil, donc ça doit durer quelques heures. Est-ce que ça vaut le coup de modifier le zodiaque pour ça ? Ça, c'est encore une autre question.
Mais en même temps, ça permet de poser une autre question aussi. Alors pareil, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qu'est-ce que l'écliptique? Parce qu'on parle de la ligne écliptique, mais est-ce que c'est vraiment le trajet parcouru par le centre du Soleil toute l'année? Ou est-ce que c'est la petite bande occupée par le corps du Soleil? Et dans ces cas-là, le problème se pose. Et puis on pourrait même aller plus loin en parlant des éclipses, puisque à la base, écliptique, c'est parce que c'est le lieu où se produisent les éclipses. Et les éclipses de lune, par exemple, elles ne se produisent pas forcément sur l'écliptique. Et donc, en fait, en 2006, alors c'est indépendant de ça, hein, mais j'ai trouvé une définition donc, officiellement de l'écliptique qui a changé en 2006. Et aujourd'hui, l'écliptique, ce n'est plus vraiment la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel ou du centre du Soleil toute l'année. C'est, si on veut être précis, c'est l'orbite du barycentre du système Terre-Lune. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup plus précis. Et dans ces cas-là, c'est vraiment une ligne. Et donc, la ligne, elle, ne traverse pas la constellation de la Baleine. Donc si on applique cette définition-là pour l'écliptique, dans ces cas-là, 14 constellations, c'est vrai que c'est surprenant à cause du corps du Soleil, mais bon, il n'y a pas matière à définir. Et donc ma slide, c'était 12 versus 13, enfin 14 ou 15. En fait, si vous regardez dans les catalogues célestes avant 1930, donc depuis quelques siècles, les astronomes se sont assez libres, je vous l'ai dit, donc ils créaient des constellations, ils en enlevaient, ils en rajoutaient, etc. Ils en démontaient aussi, notamment le grand navire a été démonté en plusieurs constellations. Et là, par exemple, c'est Cellarius en 1660 qui faisait que traverser, que l'écliptique, je vais y arriver, la constellation d'Orion traversait l'écliptique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, depuis 1930. Et donc, ça faisait une autre constellation qui traversait l'écliptique. Et puis, il avait créé une petite constellation, là c'est le Cancer, le crabe, et donc il avait créé un petit Cancer, le Cancer mineur. Donc finalement, ici, on avait 15 constellations qui étaient traversées par l'écliptique. Alors, en fait, si on doit définir le zodiaque, c'est par rapport à quelle époque? Ça, c'est une question aussi qu'on peut poser. Ou alors, si on dit, aujourd'hui, on le définit par rapport aux 13 constellations, etc., dans ces cas-là, c'est qu'il y a eu une rupture dans la tradition, et on dit, avant, il y avait peut-être d'autres définitions, mais ça, c'est des définitions actuelles. Quand on sait que les astrologues, eux, ont le même zodiaque depuis l'Antiquité, ça peut créer aussi un petit problème dans les argumentaires. En tout cas, ça ne sauve pas les astrologues, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas si évident d'opposer un zodiaque à 13 constellations au zodiaque des astrologues. En tout cas, on voit qu'il y a aussi des problèmes. Donc une contrainte implicite, en fait, dans les débats, c'est d'utiliser les limites de 1930. Ce qui n'est pas une évidence. C'est un choix. Donc, la dimension historique de la question, c'est quelque chose qui est aussi super intéressant, mais je vous dis, moi, c'est une autre conférence entière que j'ai consacrée à ça, donc je ne pourrais pas trop vous en parler ici. Et puis, s'il faut définir le zodiaque par rapport à une époque en particulier, c'est pas évident, parce que selon les époques, il y a des variations. Donc voilà, tout ce que je vous ai expliqué là, c'était assez simple, et il y a un problème qui se pose. Il y a un gros problème. Donc 12 ou 13 constellations, c'était pas la question en fait, parce que, donc on a vu que Cellarius, lui faisait traverser l'écliptique par la constellation Orion. Si on prend les limites de 1930, la constellation d'Orion, en fait, elle monte, elle s'arrête vraiment juste avant l'écliptique. Donc c'est un choix de Delporte, manifestement, c'était volontaire. Pourquoi, je ne sais pas. Mais quand on regarde le trajet, le parcours des astres, parce que dans l'Antiquité, le zodiaque, l'idée c'était quand même de repérer le Soleil, la Lune et les planètes. Donc définir le zodiaque juste par rapport au Soleil, ça pose des problèmes, parce qu'en tout cas, c'est pas comme ça qu'il l'utilisait. Et aujourd'hui encore, par exemple, là, en 2013, j'ai pris, la Lune traverse très très régulièrement Orion. De mémoire, je crois que c'est en 2015 et 2016, pendant 2 ans, tous les mois, elle est passée dans Orion, par exemple. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, c'est banal. Et quand on regarde du côté des planètes, on voit aussi plein de choses qui sont marrantes. Par exemple, je vous ai mis cette partie du ciel, où on a encore la constellation de la Baleine ici, qui est en dessous des Poissons et du Bélier. Et en fait, si on suit les planètes, notamment la Lune, on voit que la Lune ici est en Verseau, et puis elle va traverser le Poisson, elle va passer dans la Baleine, encore. Elle va repasser dans le Poisson, et puis après elle va passer dans le Bélier.
Mais on voit que Jupiter est dans la baleine et que Mars a l'air d'être passé aussi dans la baleine. Donc les planètes passent dans d'autres constellations, et la Lune aussi. Et en fait, dans un article de 1977, c'est un astronome qui s'appelle Shapiro, qui en fait s'est amusé à essayer de compter dans combien de constellations passaient les planètes et la Lune. Et en fait, dans les limites de 1930, il a compté 24 constellations. Donc il faut ajouter la baleine, Cetus, Corvus, je ne sais plus ce que c'est le corbeau, Scutum, Auriga, Cratère, donc Orion, Serpens, Pegasus, etc., etc. Donc finalement, il y a plein de planètes qui sont plein de constellations qui sont traversées par la Lune et les planètes. Suite à ça, en 2005, en fait, il y a eu plusieurs auteurs qui ont repris et qui ont vérifié les calculs. Notamment, il y en a un, il a utilisé un logiciel dans un planétarium. Et puis, il y en a un autre qui a fait des calculs théoriques. Et puis, il y a Desamoré, je crois que c'est un Français, qui a revérifié ça. Et qui, en fait, est allé vraiment dans le détail parce qu'il y a des fois, quand vous êtes au nord de la Terre ou au sud de la Terre, en fait, il y a une parallaxe qui se crée. Et donc, il y a une 25e constellation qui vient s'ajouter, mais qui n'est visible que d'une partie de la Terre et pas de l'autre. Mais donc, en tout, ça fait 25 constellations qui sont traversées par le Soleil, la Lune et les planètes. Donc, pour la définition du zodiaque, comment on va faire? Alors moi, évidemment, assez rapidement, je suis allé voir sur le site de l'Union astronomique internationale, puisque c'est là qu'on trouve les définitions, quand il y en a. Et donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas de définition du zodiaque sur le site de l'UAI. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve dans une FAQ, en fait, on trouve une question, combien y a-t-il de constellations dans le zodiaque? Parce que c'est une question quand même qui peut se poser. Et est-ce que le Fucus appartient au zodiaque? Et en fait, l'Union astronomique internationale n'a pas vraiment de définition à donner. Donc là, ils parlent des Babyloniens, ils disent un petit peu n'importe quoi d'ailleurs, et je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Et pour eux, en fait, il y a 13 constellations dans le zodiaque, donc c'est l'Apophycus, la 13e, et surtout, ils se réfèrent à la NASA. Donc la référence de l'UAI, c'est un article publié sur le site de la NASA. La NASA qui, elle, n'a rien à faire dans les définitions de l'astronomie. Elle fait du spatial. Donc je suis allé voir la NASA, il y a des historiens qui travaillent à la NASA, mais c'est l'histoire du spatial. C'est ça qui les intéresse et eux, ils sont là-dessus en fait. Donc en fait, c'est juste un article sur un blog de la NASA, et puis régulièrement, il y a des gens qui s'y réfèrent, mais il n'y a pas de définition, il n'y a pas vraiment de sources sûres, quoi. Donc j'étais un peu frustré quand j'ai vu ça. Et puis il y a toujours ce paradoxe qui était défini par rapport au Soleil tout à l'heure. Mais si le zodiaque comporte 13 constellations, ça veut dire que la Lune et les planètes sortent du zodiaque régulièrement. Donc dans ces cas-là, à quoi ça sert le zodiaque? Et est-ce que justement, si le zodiaque est censé repérer le parcours de la Lune et des planètes aussi, ça veut dire qu'elles le définissent, mais elles en sortent régulièrement, quelque chose qui ne tient pas. Donc, tout dépend de la place qu'on accorde à la fonction du zodiaque, mais si c'est vraiment celle de repérer plus que le Soleil, 12 ou 13 constellations, de toute façon, ça ne marche pas. Si on veut jouer un petit peu, s'il y a 25 constellations, ça veut dire qu'il y en a 12 au zodiaque de 13 constellations. On peut jouer à ce genre de choses. Donc, est-ce qu'on peut continuer à opposer le zodiaque des constellations aux astrologues? J'insiste un peu lourdement là-dessus parce que ça m'amuse. Et parce que là, il n'y a pas de... Moi, je ne veux pas sauver l'astrologie, évidemment. Mais le problème, c'est que les astrologues, eux, utilisent un autre zodiaque. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment concernés par un zodiaque à 13 constellations qui, en plus, ne permet pas de repérer les planètes et la Lune? Donc on est peut-être un peu comme avant 2006, quand la notion de planète n'était pas officiellement définie. Il y a eu une définition qui a été posée en 2006. Bon, de là à ce qu'on définisse un zodiaque, je ne suis pas sûr que ce soit une priorité, mais je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Alors, moi j'avais travaillé là-dessus, c'était en 2015, donc c'était il y a très longtemps, et donc j'avais représenté la bande zodiacale sur les 25 constellations. Donc là, ce sont vraiment les constellations dans lesquelles on peut retrouver les planètes et la Lune. Mais elles sont toujours dans cette bande. Donc elles n'ont jamais allé là, par exemple.
Donc je vais vous mettre un schéma plus précis un peu plus loin. Avec 25 constellations, vous voyez, c'est pas évident de parler de bandes, c'est déjà pas évident avec 13. Esthétiquement, c'est pas terrible. Et puis la bande des signes astrologiques, elle fait 18 degrés de large, 17, pardon. Enfin, pour l'instant 17, on va dire, mais plus tard, ce sera 18. Alors que si on parle de la largeur de toutes les constellations autour de l'écliptique, ça occupe quasiment 80 degrés. Donc une bande de 80 degrés sur un ciel où on va dire qu'il y en a 180. Parce que si on représente le ciel comme une sphère, comme le faisaient les anciens, la sphère céleste, en fait, pour mesurer les positions des astres, du nord au sud, on n'a que 180 degrés. 90 en haut, 90 en bas, et puis de l'autre côté 180. Donc, bon, c'est pas terrible, et puis en termes de pédagogie aussi, 12 constellations c'est bien, 13 aussi, 25 ça commence à faire beaucoup. Puis alors la tradition dans tout ça. Donc, si maintenant je pose la question de la largeur du zodiaque, en fait, comment déterminer la largeur du zodiaque? Moi je vous ai parlé de Vénus tout à l'heure. Vénus, on peut justifier et définir une bande de 8,5 degrés de large de chaque côté de l'écliptique, mais comment est-ce que ça a été défini à l'origine? En fait, est-ce que les 13 constellations peuvent rendre compte aussi de cette largeur? C'est dans ce cas-là, c'est peut-être une coïncidence par rapport à Vénus ou ce genre de choses. Alors là, j'ai représenté les 13 constellations traversées par le Soleil. Et donc, je l'ai représenté comme ça, mais je ne suis pas le premier, hein. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, ce n'est pas une création personnelle, mais ça permet de bien voir les choses. Et en fait, sur les constellations, donc j'ai utilisé le logiciel Stellarium, j'ai indiqué la ligne écliptique, qui est la ligne au milieu des trois ici, qui traverse donc les 13 constellations, et j'ai indiqué les deux bordures à 8 degrés et demi de chaque côté de l'écliptique. Donc là, on a vraiment les bandes qui passent, la bande zodiacale qui passe sur les constellations, et on va utiliser ce schéma. Donc, est-ce que les limites de 1930 des constellations peuvent rendre compte de la largeur de la bande zodiacale? Normalement, vous avez déjà la réponse. En fait, les limites, ce sont les lignes rouges qu'on a ici, et vous voyez qu'un peu partout, les constellations sont très très au-delà de la bande zodiacale. Et donc, en fait, chacune des constellations quasiment sort de la bande zodiacale. Et puis, il y en a une qui sort vraiment, et ben c'est la fameuse Ophiuchus. Elle sort tellement d'ailleurs que c'est même presque choquant, c'est bizarre. Donc les limites de 1930, non, ne permettent pas de justifier la largeur. Et puis, donc moi je vous ai dit, il y a un paradoxe si on veut définir le zodiaque par rapport à 13 constellations, puisque les planètes et la Lune en traversent 25. Comment les planètes peuvent se trouver dans la bande zodiacale, puisque c'est la définition, et en dehors des 13 constellations? Et bien en fait, si on revient sur le schéma, vous voyez que les constellations dépassent de la bande, mais il y a des trous dans la bande. Donc quand une planète passe ici, elle n'est plus dans les 13 constellations, mais elle est toujours dans la bande zodiacale. Et en fait, il y a de nombreux endroits comme ça où il y a des trous, ce qui fait que ça explique pourquoi il y a plus de constellations qui sont traversées par les planètes. Et si je ne me trompe pas, c'est Vénus qui passe de partout. Vénus passe de partout dans cette bande. Donc de toute façon, s'il y a un petit bout qui dépasse, il y a un moment ou un autre où Vénus rentre dedans. Et puis là, il n'y a que quelques croix, mais il y a des coins, c'est un peu plus pernicieux. Vous voyez, par exemple, là, il y a un tout petit trou. Donc des fois, Vénus vient passer là-dedans dans ce petit machin. Et puis, il y en a d'autres ailleurs, comme ça, que ce soit ici, que ce soit même là. Ce qui fait que c'est comme ça qu'on arrive à trouver 25 constellations qui vont être touchées ou traversées par les planètes et la Lune. Donc, les planètes peuvent être dans la bande zodiacale tout en étant en dehors des 13 constellations. C'est pas du tout contradictoire. Alors, les limites des constellations ne peuvent pas rendre compte de la largeur. Est-ce que les astérismes des constellations le peuvent? Donc, ce qu'on appelle les astérismes, c'est avant qu'on limite les constellations par des polygones, c'était grosso modo des schémas qu'on obtenait en reliant certaines étoiles entre elles. Souvent, on parle encore des constellations, mais en fait, on devrait dire astérisme. Là, on a les Gémeaux, par exemple, et là, on a le Cancer. Donc, si on va regarder les astérismes sur le schéma, qui sont en bleu, on voit que c'est pareil, forcément, si les limites en rouge sont très au-delà de la bande, la plupart des astérismes, c'est pareil. Ils vont peut-être pas toujours aussi loin, mais ils sont très très en dehors de la bande. Donc normalement, à l'origine, ce n'est pas les astérismes qui ont permis
de définir la bande. Donc, ça pose des problèmes, et en plus, moi je l'ai trouvé aussi dans des articles, il y en a qui définissent Ophiuchus non pas comme une constellation écliptique, mais comme une constellation équatoriale. Parce qu'en fait, si on passe la ligne de l'équateur céleste, eh ben, elle passe pile au milieu d'Ophiuchus. Donc, est-ce que Ophiuchus, à la base, c'est pas plutôt une constellation équatoriale qui suit la ligne de l'équateur, puisque avant l'écliptique, c'est plutôt l'équateur qu'on utilisait pour repérer les constellations. Et donc, si vous voyez, donc, le serpentaire Ophiuchus là, et donc tout en bas, effectivement, ça coupe l'écliptique, mais l'essentiel de la constellation est plus proche de l'équateur. Je vais vous demander l'heure pour savoir où j'en suis. 26. Merci. Donc, je continue. Voilà. Donc, qu'est-ce que Ophiuchus? C'est une constellation équatoriale qui descend en fait jusqu'à l'écliptique seulement. Alors bon, c'est peut-être pas les astérismes, et si on prend en compte les étoiles principales des constellations, pas forcément la toute petite qui est au bout. Peut-être que ça permet on peut se retrouver dans la bande, et que la bande peut être définie par rapport aux étoiles. Donc j'ai fait une liste qu'on ne va pas lire, hein, c'est pas la peine, mais en fait j'ai listé la plupart des grosses étoiles, des étoiles qui sont brillantes, ou qui sont principales dans les constellations. Et j'ai listé donc celles qui se trouvent au-delà des 8 degrés et demi, ou des 9 degrés, parce que je crois que je devais le dire avant, mais je ne l'ai pas dit. Et en fait, en Vénus, on arrive à trouver un endroit où elle s'éloigne de 9 degrés de la ligne écliptique, donc techniquement, le zodiaque, ça pourrait être 2 fois 9 degrés, d'où les 18 degrés de large. Et donc, si on regarde au-delà de 9 degrés, vous voyez qu'il y a énormément d'étoiles, et celles que j'ai mis en gras, ça doit être c'est les plus éloignées, en fait, de la ligne, et les deux principales d'Ophiuchus, alpha et bêta, sont les plus éloignées. Elles sont à 28 et 35 degrés de la ligne écliptique. Donc c'est vrai que Ophiuchus, comme constellation zodiacale, vous voyez, ça pose quelques petits problèmes, on va dire. C'est pas évident. Mais bon, elle coupe l'écliptique, hein, on ne peut pas dire le contraire. Donc finalement, Vénus, c'est quand même le moyen le plus simple pour définir la largeur d'un zodiaque, alors virtuel, d'une bande zodiacale, dans laquelle on repère toujours le Soleil, la Lune et les planètes jusqu'à Neptune. C'est vraiment la définition la plus simple. Et donc, on a une bande vraiment linéaire parce qu'elle est géométrique, donc elle est parfaitement linéaire, parce qu'elle est virtuelle en fait. Et à côté, on a un ensemble de constellations. Il y en a certains qui parlent plus de guirlandes, entre guillemets, vu comme elles sont discornues, que de bandes de constellations. Moi, j'avoue que la bande des constellations, je n'arrive plus à la voir en fait maintenant. Vraiment, il y a une bande des signes en fait, et puis il y a des constellations. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, il y a quand même des gens qui produisent des schémas, notamment des illustrateurs quand il faut illustrer des articles dans les médias, ce genre de choses. Et là, c'est pareil, on trouve plein de choses bizarres, on va dire. Notamment, je vous ai montré que les astérismes débordent largement de la bande zodiacale, ce qui fait que ce genre de schéma, par exemple, alors pour ceux qui s'intéressent à la critique de l'astrologie, c'est le schéma qu'on trouve dans le premier Que sais-je de Paul Couder, donc je crois que ça doit être dans les années 50, 58, la première édition, et donc il a été réédité 7 fois. Et donc à ce moment-là, pour lui, les signes astrologiques contenaient vraiment les constellations. Donc il fait vraiment un schéma très très approximatif, qui a été repris par Jean-Claude Becquer un peu plus tard, tout ça. Et donc c'est faux, c'est pas possible. Dans un autre ouvrage, Culver et Iliana en 84, j'ai trouvé ce schéma, où là en fait, ils ont pris les bonnes dimensions des constellations, et ils ont étendu les signes pour que les constellations soient dedans. Et résultat, ça fait une bande qui n'est plus du tout la bande zodiacale qui permet de repérer les planètes. Ça c'est une bande... J'allais dire qu'il n'existe pas, en tout cas qui est original. Donc ça, c'est les limites des signes qui ont été étendues, mais on ne sait pas, pour intégrer en fait les constellations. Et puis, il y a des grands classiques que vous devez reconnaître. Là, on est toujours dans Tous sur orbite, qui présente la bande zodiacale contenant les astérismes, les constellations, qui n'ont plus rien à voir en fait avec les vrais astérismes. Mais c'est joli. C'est didactique, je mets des grands guillemets, parce que c'est didactique, mais c'est faux en fait.
Donc ça c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, hein, mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la simplification pour présenter le zodiaque comme ça. Donc on a plein de schémas qui vont présenter des bandes contenant des astérismes. Là par exemple vous avez le lion, sachant que la tête du lion est carrément en dehors de la bande, hein, normalement. Le scorpion ça descend beaucoup plus bas aussi, etc. Donc ces schémas-là ils sont faux. Ici on a aussi un schéma qui est dans un très très joli livre que je vous conseille, qui s'appelle Cosmos, et donc qui a été illustré à la main et par Guillaume Duprat, et qui raconte notamment l'origine du zodiaque, tout ça. Et vraiment très très joli livre, il y a plein de schémas, et donc on trouve celui-ci, comme vous l'avez compris, qui est faux. Et puis après, on en a à l'appel. On en a à l'appel, en bleu, en noir, en blanc, tout ce qu'on veut. Et toujours les astérismes qui sont compris dans la bande, alors que c'est pas possible. Un coup on a 12 astérismes, un coup on en a 13, hein, après ça dépend un petit peu des personnes, des sources, ce genre de choses. Donc non, ça ne va pas du tout. Alors, hop, je le signale là par exemple, hein, vous voyez dans l'Encyclopédia Britannica. Je veux dire, on trouve ces schémas dans les meilleures publications. C'est pas juste des erreurs comme ça, ou des gens qui ne connaissent pas l'astronomie, hein, c'est pas du tout ça. Là, on en a encore d'autres, alors pareil, Serge Brunier, je ne sais pas si vous connaissez la super série en 2 saisons qu'il avait faite, de vidéos, où il allait visiter les différents observatoires du monde, c'est extraordinaire, et son schéma du zodiaque, voilà, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Est-ce qu'il a mis Ophiuchus Non, il n'a pas mis Ophiuchus non plus. Et puis, ça c'est Planétarium de Sion. Et donc après, il y a plein de variantes comme ça. Non, ça ne va pas. Donc on a des représentations stylisées aussi, mais c'est pareil, hein, que ce soit les figures ou les astérismes, ça ne peut pas être dans la bande. Alors, est-ce que le zodiaque, c'est un petit peu l'autoroute céleste des planètes et de la Lune? C'est une expression qu'on entend des fois. Donc là, je vous ai remis ça sur un fond noir. Et ce sont d'autres définitions, en fait, qu'on peut commencer à trouver. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont pris conscience, hein, c'est pas, moi je découvre rien, que les constellations, c'est compliqué pour définir la route des planètes et de la Lune. Et en fait, c'est même pas possible. Est-ce qu'on peut définir la bande sans référence? Sans référence aux étoiles, par exemple. Oui, on a des astronomes qui font ça, et qui proposent, que dans ces cas-là, le zodiaque, c'est la zone, c'est le terme employé, qui encadre le chemin annuel du Soleil. On a Couder qui l'utilisait aussi. Une autoroute céleste, une ceinture imaginaire, une bande géométrique de 8,5 ou 9 degrés de large. Sur le site de l'Observatoire de Paris, on a ce genre de choses. Un ruban, il y a tout un tas d'expressions qui définissent cette bande. Et dont la Lune et les planètes, connues des astronomes anciens, ne s'échappent jamais. Donc si on veut vraiment pouvoir repérer tous ces astres, entre guillemets, traditionnels, parce qu'on ajoute Uranus et Neptune, on peut définir une zone, et dans ces cas-là, on ne s'occupe même pas des étoiles qu'il y a derrière, puisqu'on a vu qu'elles sortaient de toute façon de la bande, et ça devient juste une zone, et cette zone, on peut la couper en 12 morceaux, comme l'ont fait notamment les astrologues, ou 12 cases purement géométriques que sont les signes astrologiques. Et donc, c'est l'éloignement des planètes qui permet d'en définir la longueur. Dans ces cas-là, c'est comme ça qu'on définit la largeur, ou la largeur. Donc, c'est à cause de Vénus. Éventuellement, on peut même se dire, indépendamment des étoiles, mais aussi de tous les astres, même la Lune et les planètes, on a une bande purement géométrique, qui est la région de la sphère céleste, qui s'étend de chaque côté de l'écliptique. C'est des définitions qu'on peut trouver aussi. Donc, l'avantage, c'est que ça permet de fixer la valeur qu'on veut à la bande zodiacale. On dit, tiens, la bande zodiacale, c'est 9 degrés de large, ça pourrait être 10, ça pourrait être 12, c'est un petit peu au choix. Pour, j'ai envie de dire, asséner un dernier coup aux constellations, je continue avec une évidence aussi. Quand on se donne les constellations, elles se suivent. Et donc, est-ce que les planètes suivent les constellations? Surtout que maintenant, vous savez qu'elles traversent 25 constellations. Donc, je vous propose un autre schéma. Donc, on est toujours sur la route céleste. On est du côté des constellations du Capricorne, du Verseau, du Poisson, du Bélier.
Et donc, dans cette région-là, j'ai indiqué les signes astrologiques. On a toujours le décalage dû à la précession, hein, puisque le signe de Bélier est sur la constellation du Poisson, donc il y a un décalage quasiment d'un cran. Et j'ai représenté la trajectoire de la Lune. Et si on suit la trajectoire de la Lune en constellation, là, elle est dans le Capricorne, et puis elle va faire donc Capricorne, Verseau, Capricorne, Verseau, Poisson, Baleine, Poisson, Baleine, Bélier, et Taureau. Donc vous voyez, en termes d'ordre pour les 12 ou 13 constellations, ça ne marche pas très bien. Si on fait ça par contre dans les signes, alors c'est simple, c'est Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. En fait, ce zodiaque-là a été vraiment créé pour encadrer les mouvements apparents des planètes vus depuis la Terre. Donc c'est très simple pour les repérer. Donc en fait, est-ce que les constellations se succèdent? En tout cas, les 12 ou les 13 habituels, non, puisqu'il y en a 25 en tout, donc il y a toujours un moment où les planètes sortent des 13 constellations. Alors pour les signes astrologiques, par contre, ça marche. Si, là je vous ai représenté une rétrogradation de Vénus, si on la représente dans les constellations, là elle fait Cancer, Lion, Sextant, Hydre, Cancer, Lion. Dans les signes astrologiques, ça fait Lion, Vierge, Lion, Vierge. C'est très simple, c'est très pratique. Donc finalement, est-ce que le meilleur zodiaque, c'est pas celui des astrologues? Il est plus pratique en tout cas, et c'est vraiment, je vous dis, il a été vraiment conçu pour ça. Hein, les anciens, entre guillemets, l'utilisaient vraiment très aisément, même si la question de sa largeur, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on peut définir aussi le zodiaque comme la suite des 12 signes astrologiques. Donc c'est la bande purement virtuelle, des décalés du ciel, déconnectés du ciel, qu'utilisent donc la plupart des astrologues. Et dans ces cas-là, c'est vraiment une autoroute céleste percée dans un vieux quartier urbain, comme disait l'historien Leboeuf, dans le sens où les constellations sont bien plus anciennes que les signes astrologiques. Et donc, entre guillemets, on sent bien les premiers observateurs du ciel qui ont voulu vraiment simplifier leur calcul de repérage et qui ont posé ce machin sur les constellations, sinon que les limites n'étaient peut-être pas tout à fait les mêmes il y a 2500 ans. Donc, on parle, quand je dis on, je cite des astronomes, donc ce zodiaque-là, on peut parler d'une construction intellectuelle, c'est le cas, d'une idéalisation mathématique, qui est même indépendante des étoiles, comme je vous l'ai montré, et donc c'est le zodiaque des astrologues. Et donc, est-ce que c'est le meilleur zodiaque? Donc, comme je vous l'ai dit, pour repérer la Lune et les planètes, oui. Et donc, est-ce qu'il faut revenir à leur définition? Et donc, est-ce que les astrologues avaient raison? Eh bien, c'est pas si simple. Sinon, justement, ce serait trop simple. On va parler maintenant des planètes mineures. Puisque, donc, vous savez que depuis 2006, on a classé des planètes et déclassé Pluton des planètes principales, et il y a tout un tas de classements pour les planètes majeures, mineures, etc. Et ça va intervenir dans les questionnements qu'on se pose, parce qu'il se trouve qu'on est au XXIe siècle maintenant, et qu'on connaît quelques astres en plus des planètes principales, quoi. Et donc tout ça, ça a commencé en 1801 avec la découverte de Cérès qui circule dans la bande d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et en fait, ça a continué puisque en quelques années, on a découvert Junon, Pallas, Vesta, etc. dans cette ceinture. Et si vous retrouvez des agendas du milieu du 19e siècle, vous verrez que des fois, on vous dit qu'il y a 50 planètes dans le système solaire. Donc en fait, des planètes, il y en a eu beaucoup plus en un temps donné, exactement ce qu'on a connu ces 25 dernières années. Et puis à la fin, on s'est dit, bon, il y en a trop, donc on a partagé entre planètes et astéroïdes, qui de mémoire, c'est une définition qui veut dire presque astre ou presque planète. Et donc, ces astres principaux, Cérès, Pallas, Juno et Vénus, il se trouve qu'eux, ils s'éloignent beaucoup de l'écliptique. Alors, là j'ai mis Vénus. Après, bon, je me suis trompé, c'est pas Vénus, bon, c'est pas grave. C'est Vesta que je n'ai pas mis. Et Cérès s'éloigne de 11 degrés, Juno 13, Pallas 35. Donc là, la bande zodiacale, si vous voulez, si elle est censée repérer les astres du système solaire, depuis 1801, c'est déjà plus possible. Et puis, ça pose un problème, évidemment, en termes de largeur,
Mais en 1930, on a découvert Pluton. Et puis en 2003, on a découvert Eris, qui a mené au déclassement de Pluton. Et depuis, on a découvert de nombreux planétoïdes, alors par exemple, de diamètre supérieur à 900 km, c'est-à-dire des gros bébés bien sphériques. Et ben, eux orbitent au-delà de Pluton en général, ou dans la région alentour, et ben, ils ont tendance à s'éloigner encore plus en fait. Donc j'ai indiqué leur éloignement, leur inclinaison sur l'écliptique, et vous voyez qu'on peut monter à 18, 20, 29, 31, et le record c'est Eris, il s'éloigne de 44 degrés. Et donc là, pour repérer ces astres-là, est-ce qu'on peut encore utiliser le zodiaque? Non. Et comment peut-on les repérer dans un zodiaque ou quelque chose comme ça? Eh bien, la question se pose. Donc en tout cas, le nombre de constellations était traversé, les 25 constellations traversées par les planètes traditionnelles, là, le nombre est supérieur, puisque on s'éloigne vraiment de la bande zodiacale, et donc je ne sais pas exactement combien il y a de constellations. Mais en tout cas, bien plus que 12, bien plus que 13, et plus que 25. Donc finalement, même 25, ça ne suffit plus aujourd'hui. Avant, on va dire 2003 peut-être, mais depuis, c'est compliqué. Donc là, pour le plaisir, en fait, j'ai représenté l'orbite de Pluton. Donc j'ai fait ça il y a une dizaine d'années. Et donc, comment font les astrologues quand Pluton est en dehors du zodiaque? Parce que Pluton, ils l'utilisent toujours. Ils ne l'ont pas enlevé en 2006, ils l'ont bien gardé. Le symbolisme de Pluton, c'est très pratique dans les consultations parce que ça renvoie aux choses cachées. Donc les choses cachées, c'est génial parce qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut. De toute façon, c'est caché, donc c'est pas vérifiable. Et donc, ce qu'il y a de marrant, c'est que comme Pluton passe son temps, finalement, l'essentiel de son temps en dehors du zodiaque, puisqu'elle le coupe ici, et puis elle le coupe là, c'est tout. Et bien, donc j'avais pris l'exemple du poisson, par exemple. Si on prend le signe du poisson, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc si on prend le signe du poisson, par exemple, on peut prendre aussi donc, le bélier, le taureau. Pluton n'y passe jamais. Pourtant, si vous faites monter votre thème astral, vous aurez peut-être Pluton, alors je ne sais plus en quelle année elle est passée dans les poissons, ce genre de choses, mais les astrologues continuent de repérer Pluton dans les signes du zodiaque, alors que Pluton, en fait, en sort la plupart du temps. Alors par contre, ceux qui font les calculs en sont conscients. Les astrologues n'ont pas raté la chose, mais la justification, est un peu limite. Je ne sais plus si j'en parlerai peut-être un peu plus loin. Donc en tout cas, depuis le 19e siècle, même ce zodiaque-là est devenu désuet. Donc la définition du zodiaque traditionnel ne s'applique pas aux planètes, en tout cas aux astres à partir de Pluton. Donc vous voyez, c'est vraiment pas si simple que ça en avait l'air, en tout cas au départ. Et si vraiment la fonction du zodiaque, c'est un critère qui est important, et bien aujourd'hui, en tout cas, moi je pense qu'il n'est pas possible de définir un zodiaque, en tout cas simple. Mais ça, après, encore faut-il... on peut y réfléchir, en discuter, il y en a peut-être qui y arriveront. Alors faut-il abandonner le zodiaque aux astrologues? Parce qu'eux ne l'abandonneront pas. Et franchement, en astronomie, je ne sais pas s'il y a encore un intérêt à définir un zodiaque, sachant que d'un point de vue scientifique, les astrophysiciens n'ont pas besoin du zodiaque. La précision des repérages dont ils ont besoin pour, quand on parle des galaxies lointaines, ce genre de choses, on est à des fractions de degrés. Le zodiaque, c'est pour mesurer des angles de plusieurs degrés. Des fois, des angles notamment de 60 degrés, ce genre de choses. Donc, de toute façon, scientifiquement parlant, le zodiaque, c'est plus utilisé depuis longtemps. Et comme on a ici des astronomes amateurs, quand on a la nuit des étoiles, qu'on fait des observations, que les gens viennent, là, c'est pratique de pouvoir montrer un peu les constellations. Et moi, j'entends régulièrement que la Lune et les planètes traversent 13 constellations. J'espère qu'aujourd'hui, maintenant, vous ne le direz plus, s'il y a des gens qui alignent les soirées ici, parce que c'est pas le cas en tout cas. C'est 25, le bon nombre. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il faut laisser le zodiaque aux astrologues? Mais on a une autre définition du zodiaque qui est proposée aussi, c'est le zodiaque comme un cercle, c'est-à-dire la ligne écliptique elle-même. Est-ce que cette ligne qui, entre guillemets, fait le tour de nous, donc comme un cercle sur la voûte céleste, est le zodiaque? Donc dans ces cas-là, si on représente la voûte céleste un peu comme on l'a représenté il y a 2000 ans, chez les Grecs, ça donne ça. Donc l'écliptique, toujours la ligne suivie par le Soleil, et ça c'est l'équateur céleste. Si dans ces cas-là le zodiaque c'est une ligne,
Si je commence par la gauche, donc on a un cercle qu'on peut découper en 12 parties égales. Voilà. Si on l'insère dans le zodiaque des astrologues, et ben c'est vraiment moi ce que j'appelle le squelette du zodiaque des signes. C'est au milieu. C'est ce qui permet de mettre la bande autour. Si on trace cette ligne écliptique au milieu des constellations, bon, ça donne ce genre de choses. Donc là, j'ai déformé les constellations pour pouvoir faire apparaître le cercle. Et si on découpe ce cercle, cette fois-ci, selon les limites des constellations actuelles, eh ben, ça le coupe en 13 parties inégales. Et c'est là qu'on retrouve le fait que le Soleil traverse les constellations à des périodes de l'année différentes des signes astrologiques. Donc, dans ces cas-là, si le zodiaque c'est un cercle, ce qu'on appelle la bande zodiacale, c'est littéralement la bande du zodiaque. Si le zodiaque c'est le cercle, ben la bande c'est ce qui accompagne le cercle et qui la suit. Donc, l'intérêt de cette définition, ben, ça évite de se poser la question de l'éloignement en fait. Peu importe que les planètes, la Lune, etc. s'éloignent de la ligne écliptique, si on repère juste avec un cercle, on sait qu'on ne tient pas compte de la deuxième coordonnée, et ça peut permettre de simplifier en tout cas les repérages. Et dans ces cas-là, les astres en fait ne sont repérés que sur la ligne écliptique. Donc, je pense que je l'ai mis juste après. Moi, je l'ai mis par là à peu près. Donc, pour vous montrer ce qui se passe dans le ciel réel, je vais commencer par ici. Si je prends une région du ciel, donc c'est du côté du Lion, il me semble, un jour, je ne sais plus quelle date, et qu'on a, bon, par exemple, le Soleil ici, on a Mercure, là on a Jupiter, et là on a Vénus. Donc j'ai appelé ça le ciel des astronomes, dans le sens où c'est le ciel réel. Eh bien, cette région du ciel, si on la représente d'un point de vue astrologique, eh bien en fait, ça donne ça. C'est-à-dire, dans le zodiaque des astrologues, il n'y a pas d'étoiles, déjà, à part le Soleil. Donc dans les débats, si vous voulez, c'est compliqué, parce que moi, je me rappelle, quand j'y étais, on entendait les astronomes qui nous parlaient d'étoiles, mais nous, il n'y a pas d'étoiles. Donc, on ne se sentait même pas concerné par la plupart, toute la critique des constellations, on ne se sentait pas concerné. Et puis, il y a un truc bizarre, comme vous le voyez, c'est que tout est aligné sur la ligne écliptique. Alors que les planètes, on voit bien qu'elles ne sont pas alignées par rapport au Soleil. Donc, pourquoi est-ce que les astrologues, en fait, ont cette représentation-là? Alors, c'est moi qui l'ai créé, parce que eux, c'est dans le zodiaque circulaire, que vous connaissez peut-être. Eh bien, c'est parce qu'en fait, ils continuent de repérer les astres comme on le faisait avant Kepler. C'est-à-dire, il y a des siècles et des siècles. Concrètement, vous voyez, cette image, c'est la même que celle-ci, sauf que j'ai indiqué la ligne écliptique. Et si on veut repérer les astres sur le cercle, on n'a besoin que d'une coordonnée, ça va être la longitude sur l'écliptique. Et donc, comment on la trouve? Eh bien, on fait une projection orthogonale, c'est-à-dire qu'on va projeter Mercure, par exemple, sur la ligne écliptique avec un angle droit. On va faire pareil avec Jupiter, et puis on va faire pareil avec Vénus. Et là, hop, nos astres ont l'air d'être sur la ligne écliptique. Donc pourquoi on faisait ça auparavant? Parce que c'était très compliqué de prévoir les éloignements de la ligne écliptique. Parce que les planètes tournent sur des ellipses et pas sur des cercles. Donc quand Kepler a mis au point ces ellipses, il est arrivé à une précision que personne n'avait atteint avant lui, et lui a pu prévoir facilement les éloignements des astres à l'écliptique. Et c'est comme ça que Gassendi a observé le premier transit de Vénus devant le Soleil. Parce que Kepler avait calculé la date, le moment, l'endroit, etc. Alors qu'auparavant, on ne pouvait pas. Et donc, le ciel des astrologues, en fait, je vous dis, c'est un ciel vraiment virtuel, théorique, simplifié, hyper simplifié, et qui, pour la grande majorité d'entre eux, pas tous, mais en tout cas, se limite à ça. Et vous voyez que ça amène certaines contradictions. Par exemple, là on voit bien que si Mercure, Jupiter et Vénus ne sont pas très loin les unes des autres dans le ciel, elles ne sont pas vraiment à côté les unes des autres. Et ce jour-là, si un astrologue monte une carte astrologique, il va vous dire, oh là là, mais on a une conjonction quasiment exacte entre les trois planètes. Ben oui, parce que lui, il se base là-dessus. Et donc, vous voyez, on peut avoir une conjonction exacte entre Vénus et Jupiter, alors qu'en fait, elles sont finalement assez éloignées. Ça fait partie des nombreuses critiques de l'astrologie. Donc vous voyez, on peut repérer ça comme ça, mais autant les astrologues, eux, c'est pas très gênant parce qu'ils font ça dans les signes. Et les signes, les frontières des signes sont perpendiculaires à l'écliptique, donc quand ils projettent, ils sont toujours dans le même signe.
Mais qu'est-ce qui se passe si on veut faire la même chose du point de vue de l'astronomie? Donc là, il y a plein de couleurs, mais c'est toujours pareil. Vous avez les constellations en rouge. J'ai mis les signes astrologiques en jaune par-dessus. Et ce que j'ai fait, c'est la même image que tout à l'heure. Donc il y a la Lune qui est là, il y a Jupiter, il y a Mars. Donc là, on a la Baleine. Là, on a le Verseau. Et puis là, donc, on est dans le Bélier, en constellation. Et bien, si on fait un repérage en définissant le zodiaque comme un cercle, et qu'on projette les astres, et ben on arrive à des petits problèmes comme ici. C'est-à-dire que si on veut repérer Mars, Jupiter et la Lune, et ben on voit que la Lune elle est bien dans la constellation du Verseau, mais si on la projette sur le cercle, on la projette en fait dans la constellation des Poissons. Donc si on veut utiliser le zodiaque comme un cercle, et ben il y a des moments où on va dire la Lune est dans le Poisson, alors qu'en fait le corps de la Lune est dans la constellation du Verseau. Jupiter, ici est en Baleine, donc on dira qu'elle est dans les Poissons. Mars, ici, est dans le Bélier, mais on dira, là, ici, Mars, c'est bon. Mars est dans la constellation du Bélier, sa projection aussi. Donc, théoriquement, il peut y avoir des avantages à utiliser ce repérage, mais avec les constellations, ça ne correspond pas, quoi. Moi, je pense que ça ne peut pas permettre de définir le zodiaque. Donc ça, c'est ce dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais en tout cas, si vous remontez dans les textes anciens, donc des anciens astronomes, des grands noms comme Ptolémée, Hipparque, Ératosthène, Aratos, qui a traduit, qui a mis en poésie un texte d'un autre astronome qui s'appelait Eudoxe, et bien en fait, tous définissent le zodiaque comme un cercle. Donc dans l'Antiquité, c'est vraiment la définition qui est donnée par ces astronomes-là. Donc ça, je vous renvoie à ma deuxième conférence, qui est, d'ailleurs je l'ai indiqué là, je crois, il me semble. Bon, elle vient juste après. Et donc en fait, donc je disais, on en parle demain, parce que j'en ai donné une par jour aux rencontres de ciel et d'espace. Et donc, le partage de la ligne écliptique en 12 parties égales, on appelait ça les dodécatémories. Donc vraiment, si vous vous intéressez aux origines du zodiaque, c'est le mot qu'il faut chercher sur Internet et dans les revues d'histoire. Et les dodécatémories, c'est vraiment la base de la définition du zodiaque dans l'Antiquité. Donc réellement, un zodiaque en 12 parties égales, pour lequel on retenait vraiment qu'une coordonnée, la longitude, c'était le plus simple. Et puis, sinon, on avait des systèmes qui permettaient à court terme de calculer les éloignements. Donc, ça, vous voyez, ça pose un petit problème parce que si les zodiaques actuels se fondent sur notamment le nombre de constellations traversées par le Soleil, et en fait, c'était pas forcément les définitions qu'on avait dans l'Antiquité. Parce que partager l'écliptique en 12 parties égales, c'est un partage virtuel, c'est totalement géométrique et c'est pas lié au ciel. Et techniquement, à la base, c'est même pas lié aux constellations. Vous prenez la constellation de la Vierge qui fait 45 degrés, qui s'étend sur 45 degrés de l'écliptique, elle, il n'y a aucun signe qui correspond à la Vierge. La Vierge le dépasse, quoi. Et je crois que le Cancer, c'est moins, sur la ligne écliptique, c'est moins de 30, bien moins de 30. Donc en fait, finalement, vous voyez, je vous disais la dimension historique, définir le zodiaque, est-ce que ça fait vraiment sens? En tout cas, si on pense que c'est le même zodiaque depuis l'Antiquité. En fait, je pense que non. Et donc, je vous renvoie donc à ma deuxième conférence que j'ai mise sur ma chaîne, et donc qui s'appelle Ce que le zodiaque n'a jamais été et n'est pas. Et donc, je donne les textes que j'ai trouvés dans les livres. Là, je vous ai donné juste les noms, mais je vous donne les passages dans lesquels ils définissent le zodiaque, et c'est intéressant. Une dernière définition, s'il y en a encore, c'est une définition calendaire. Donc, je ne sais pas si c'est celle à laquelle vous pensiez. Monsieur qui était tout seul tout à l'heure, vous étiez tout seul à dire une autre définition. Est-ce que c'est celle-là à laquelle vous pensiez ou est-ce que c'était une autre définition? Non, c'était plutôt l'ensemble. Ensemble. Bon. Donc il y a une dernière définition qui est proposée aussi, assez rarement, mais il y en a qui le font encore, c'est vraiment un calendrier. Parce que c'est vrai que, historiquement, c'est un petit peu ce qui a destiné à la création d'un repérage plus aisé, c'est-à-dire repérer le déplacement du Soleil dans le ciel, dans l'année. On avait en Mésopotamie, parce que ça se passe en Mésopotamie, on avait déjà les 12 mois,
qui était là depuis très longtemps. Et au moment où on a mis en place un repérage plus simple, donc c'était un cercle, eh bien, on l'a découpé en 12 parce qu'il y avait 12 mois. Pas parce qu'il y avait 12 constellations, mais parce qu'il y avait 12 mois. Et puis, vous voyez les constellations, il est probable que le cercle en traversait encore plus à l'époque. Et ça, c'est moins clair. Et donc, on peut considérer le zodiaque un peu comme un calendrier parce que si on le fait commencer, par exemple, aux équinoxes, eh bien, en un mois, grosso modo, le Soleil traverse un signe astrologique. Donc, au fil de l'année, on peut vraiment considérer le déplacement du Soleil sur la ligne écliptique comme un calendrier, un simple calendrier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a des signes astrologiques qui durent moins longtemps que d'autres dans l'année. Tout simplement, c'est dû au fait que la Terre tourne autour du Soleil sur une ellipse, donc il y a des moments où la Terre est plus rapide et d'autres où elle est plus lente. Et donc ça se retrouve dans les dates des signes astrologiques. Donc dans ces cas-là, les signes astrologiques, ce sont des morceaux de l'année, ce n'est pas des signes, c'est un abus de langage, les segments, si vous voulez, du cercle, ou pas d'ailleurs, puisque c'est le calendrier, donc on parlait aussi des signes, ce sont vraiment des morceaux de l'année, alors censés correspondre à des constellations, mais à la base, on ne sait pas ce qui est permis de les définir. Et donc, c'est plus vraiment de l'astronomie dans ces cas-là, en tout cas on parle du temps. L'avantage, c'est sa rencontre du nombre 12. Pourquoi y a-t-il 12 signes astrologiques? Ça reste toujours des questions qu'on entend poser, alors qu'en fait, les assyriologues, donc les spécialistes de la Mésopotamie notamment, vraiment ont déjà la réponse. C'est juste qu'il y avait 12 mois au moment de la création du zodiaque, donc il y en a 12. Après, est-ce qu'il y a un lien avec le nombre de pleines lunes dans l'année, qui a pu à ce moment-là définir le nombre de mois dans les premiers calendriers? Donc là, je n'ai pas la réponse. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, il y a 12,3 pleines lunes dans l'année. Il y en a soit 12, soit 13. En moyenne, 12,3, donc c'est plus proche de 12. Est-ce que ça a joué au tout début? Ça, je ne sais pas. Bon, par contre, c'est super pour le Soleil, mais si vous voulez appliquer ça à Vénus ou à Mars ou à Jupiter, ça ne marche pas. En fait, chacune aurait son calendrier dans ces cas-là, et son mois, il y aurait un mois jupitérien, un mois vénusien, etc. Et le problème, c'est que la plupart des planètes rétrogrades, toutes les planètes rétrogrades, mais la Lune ne rétrograde pas. Donc la définition d'un calendrier, oui, pour le Soleil, ça peut marcher, mais ça ne peut pas être utilisé pour les planètes. Puis alors, avec toutes les autres qu'on a découvertes depuis, ça ne marche pas non plus. Alors, ça donne lieu à d'autres représentations, qui sont des représentations temporelles, où dans ces cas-là, vous avez les mois de l'année, et puis vous pouvez représenter ça comme des cases virtuelles. Et là, par exemple, on a les signes ici, et puis les constellations là. Donc on voit bien la différence de taille entre certaines constellations et les signes qui, eux, sont hyper réguliers. Donc ça, c'est la même représentation avec les dates, ce qui permet de comparer les dates d'entrée dans les signes et les constellations. Donc ces représentations-là, notamment celle-ci, c'est le CLEA. Je ne sais pas si vous connaissez le CLEA, le centre de liaison entre enseignants et astronomes. Ils ont un site internet, ça fait, donc Olivier disait 50 ans qu'ils publient des choses. Et ils ont énormément d'informations qui sont très bonnes, très justes, très didactiques, et chez eux, je crois que je n'ai pas trouvé de schéma faux, par exemple. Donc je vous encourage vraiment, si vous voulez, plein de ressources, si vous êtes enseignant notamment. Le CLEA, c'est vraiment précieux. Donc, en résumé, et pour terminer, si la fonction du zodiaque, c'est repérer les astres du système solaire, ça amène à plein de conclusions que je vous ai donc développées tout au long de la soirée. Si on veut définir le zodiaque par rapport à 12, 13 ou 14 constellations, manifestement ça ne marchera pas. Ou alors c'est vraiment juste pour le Soleil, parce que il y a 25 constellations traversées par les planètes et la Lune, en tout cas les planètes majeures du système solaire. Les 25 constellations, en fait, ça ne permet pas vraiment de donner une bande zodiacale déjà. Et puis, il y a toutes les planètes mineures qu'on a découvertes depuis le 19e siècle, qui elles explosent encore les limites. Et donc, même un zodiaque de 25 constellations, ça ne marche pas, il en faudrait plus. La bande des 12 signes astrologiques, pareil, c'est super pour les planètes visibles à l'œil nu. Et puis, Uranus et Neptune qui viennent avec, parce qu'elles ne s'éloignent pas trop de l'écliptique, mais à partir de Pluton, c'est terminé, quoi. Ce zodiaque-là est désuet. Il ne peut pas servir non plus à repérer les astres du système solaire.
Un cercle, comme je vous l'ai dit, dans 88 constellations, biscornues et tout ça, avec des projections orthogonales, ça pose des problèmes qui, à mon avis, sont insolubles. Un calendrier, c'est très bien pour le Soleil, mais malheureusement, ça ne peut pas trop servir à plus que le Soleil. J'en rajoute une dernière pour le plaisir, qui c'est une définition sans être une définition. En fait, on peut aussi considérer le zodiaque comme une liste de noms, qui a une histoire, qui a un symbolisme, ce genre de choses. Ça peut être un outil pédagogique, si on veut que les élèves apprennent des noms. Mais est-ce que c'est encore l'astronomie? On peut en discuter. Dans mon travail, j'ai envisagé des solutions éventuelles. Alors c'est vraiment, c'est pas forcément des solutions idéales, on va dire, mais on pourrait envisager un zodiaque pour les planètes officielles, c'est-à-dire que jusqu'à Pluton, on peut encore garder un zodiaque qui pourrait être le zodiaque dans ces cas-là des signes astrologiques. Mais auparavant, il n'y a pas que les astrologues qui utilisaient ce zodiaque-là. Les astronomes l'utilisaient aussi. Donc, je veux dire, c'est pas spécialement le zodiaque des astrologues. Éventuellement, j'aurais pu le dessiner, mais on pourrait imaginer que les zones au-delà de la bande zodiacale, ça porterait un autre nom, qui permettrait de repérer les astres du système solaire qu'on connaît, qui permettent de repérer jusqu'à Eris, par exemple. Le problème étant qu'on peut très bien trouver une nouvelle planète qui sera encore plus éloignée de l'écliptique que Eris. Donc ça pourrait être une définition qui ne serait pas définitive. Et puis sinon, mais je regrette de ne pas avoir mis une illustration, comment dire, à l'université, quand on regarde les différentes manières de repérer les astres sur la voûte céleste, il y a plein de repérages différents. Le repérage écliptique en est un, mais il y en a tant qu'on veut. Et il y a un repérage qui est le repérage galactique. Le repérage galactique, donc ça doit suivre la bande de la Voie lactée, en fait. Et donc, ce repérage-là, ce qu'il y a de bien, c'est que si on l'utilisait, ça viendrait à tout changer dans le ciel, donc à mon avis, ça ne sera jamais le cas, mais ça permettrait de créer d'abord un nouveau repérage, et en même temps, un repérage qui vraiment fait sens par rapport aux étoiles. Parce que le principe, c'est qu'il serait calqué sur la Voie lactée, sur la bande de la Voie lactée. Et donc, on pourrait définir des constellations par rapport à ça, éventuellement les adapter pour conserver celles qu'on a déjà. Mais dans ces cas-là, tant qu'on y est, ça pourrait être l'occasion de se rappeler que ces constellations, ce sont des constellations occidentales qu'on utilise, et qu'aujourd'hui, on est dans un monde quand même où, je dirais, on essaye un petit peu d'inclure les différences, et donc toutes les civilisations ont des constellations. Et pourquoi est-ce qu'on a gardé que nos constellations occidentales? Ça pourrait être l'occasion d'en créer de nouvelles, ou de donner de la place à des constellations chinoises, etc. Donc c'est une idée. Après, par contre, techniquement, ça revient à changer beaucoup de choses, donc je ne suis pas sûr que ce soit très, très applicable. Et donc je crois que voilà, ça c'est mon dernier slide. Pour le plaisir, donc vous voyez dans tous ces schémas qui sont, j'ai prévu la croix, qui ne sont donc pas valables pour toutes les raisons que je vous ai développées aujourd'hui. Et pour le plaisir, donc la première c'est dans Tout sur orbite, la deuxième aussi. Donc c'est pour vous dire que ce sont des schémas qui sont présents dans des publications de référence. Donc le Tout sur orbite, qui est une émission extraordinaire. Ici c'était Serge Brunier, donc. Ensuite, là c'est sur l'Observatoire de Paris. Le site de l'Observatoire de Paris, ça c'est l'Encyclopædia Britannica, le Planétarium de Sion en Suisse, ça c'est la NASA. Ici c'est le Que sais-je de Paul Couder, qui reste une référence pour beaucoup de la critique de l'astrologie. Ça c'est une émission d'une astronaute canadienne qui s'appelle Payette, Julie Payette. Et ça c'est un dossier dans Sciences et Avenir, qui doit être le dernier en 2015 de mémoire, sur la critique de l'astrologie. Qui là encore, je dirais en plus s'est trompé parce que, comment dire, il dessine que la constellation Ophiuchus serait traversée par 7 petits degrés d'écliptique, alors qu'en fait c'est le Scorpion, c'est pas Ophiuchus. Donc en plus ils se sont mélangés, ils ont inversé, donc leur zodiaque il est doublement faux. Donc vous voyez, ces schémas sont de partout, donc maintenant moi ils me piquent les yeux, c'est terrible, et si ça vous intéresse, je vous montrerai plus tard des bons schémas, parce qu'il y en a plein qui existent aussi. Mais je vais m'arrêter ici. Et non, pas tout à fait, il y en a encore un. Donc je vous ai résumé, maintenant je conclus. En fait, donc j'ai récolté, je vous disais, 250 publications d'astronomes, et donc qui définissent mal le zodiaque pour moi.
Le problème étant que les définitions sont souvent incompatibles entre elles et qu'il n'y a pas de volonté vraiment de les unifier. Moi, je pense que c'est pas possible, mais il faut essayer, hein, pourquoi pas, on peut peut-être trouver des moyens. L'Union astronomique internationale n'a jamais défini le zodiaque, donc on est encore dans la même situation qu'avant 2006 pour les planètes. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Le zodiaque, c'est quand même considéré comme une notion élémentaire. Ben, finalement, une notion élémentaire qui n'est pas maîtrisée par beaucoup. Et ça peut s'expliquer tout simplement parce que quand on connaît l'astrophysique, il y a des centaines ou des milliers de spécialisations. Et tout ce dont je viens de vous parler, si on devait le rapprocher d'une spécialisation, je pense que ça serait la mécanique céleste. Ben, la mécanique céleste, c'est une spécialisation. Moi, j'ai des astrophysiciens à qui j'ai communiqué déjà mes résultats et qui me disaient, bah ouais, moi je suis un spécialiste des galaxies, moi je suis un spécialiste des je sais pas quoi. Ben, c'est vrai que c'est des questions que j'ai croisées comme ça à la fac ou en cours, mais qu'après, ce sont des notions qui ne sont plus utilisées. Et donc, moi je pense que les gens se citent entre eux, qui est un truc courant malheureusement chez les chercheurs. Et donc, s'il y a de mauvaises définitions à la base, qu'on les cite parce que ce sont d'autres astronomes qui les ont données, donc c'est quand même des gens sérieux, ce qui est vrai, et ben en fait, les mauvaises définitions peuvent continuer à perdurer, à se répandre et même à évoluer. Parce que quand je mettrai ma 3e conférence en ligne, il y a 80 représentations du zodiaque différentes. Dedans, vous verrez, il y a des gens ont beaucoup d'imagination et on trouve vraiment tout et n'importe quoi. Et donc, ça peut s'expliquer. Moi, ce qui me gêne beaucoup, le plus, c'est les conséquences pour moi pédagogiques. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment anodin quand on initie des gens, notamment des jeunes, à l'astronomie, ou alors dans les mairies, ou alors même à l'université, ou dans les cours universitaires, de mal définir le zodiaque? Bon, on ne savait pas que les définitions n'étaient peut-être pas bonnes avant, ok, mais maintenant, je vais essayer de communiquer là-dessus. Et moi, j'avoue qu'aujourd'hui, ça me gêne de voir que sur des sites, je vous ai dit, un peu prestigieux, on trouve des définitions qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas possibles en tout cas. Donc, moi, d'un point de vue pédagogique, je pense qu'il y aurait quelque chose, que la question est importante pour cette raison-là. Ensuite, cette question, moi je m'y intéresse parce que je suis un ex-astrologue, que je travaille sur la critique de l'astrologie depuis 25 ans, donc il y a plein de sujets comme ça qui m'intéressent. Mais c'est vrai qu'on ne parle jamais, quasiment jamais du zodiaque dans des programmes purement astronomiques. Ou alors, souvent, ce qu'on va faire, on va parler du zodiaque, mais pour en profiter pour dire « Ah, mais les astrologues, eux, justement, n'utilisent pas la 13e constellation. » Et donc, finalement, c'est souvent, et surtout les débats sur l'astrologie qui font qu'on parle du zodiaque. Donc, ça explique aussi, il y a un biais à ce niveau-là. Et donc, ça peut rendre compte de plein de choses dont j'ai parlé ce soir. Et puis, le que sais-je des astronomes Daniel Kuhn et Philippe Zarka, qui a pris la suite d'autres que sais-je avant eux, depuis 2005, et en fait, dans ce livre, ils avaient déjà invalidé la question des étoiles, des constellations, etc. Donc, dans les débats sur l'astrologie, en fait, le Ophiuchus est très présente, même si ça a été invalidé par certains, et pourtant ça continue d'être là. Donc, il y a vraiment des choses à faire vraiment de ce côté-là. Et puis, j'ai marqué 1995, parce que c'est une autre conférence qui sera mise en ligne dans quelques semaines, que j'ai donnée l'année dernière, où en fait j'ai essayé de remonter à l'origine de cette critique qu'on oppose aux astrologues. Depuis quand est-ce qu'on leur reproche d'oublier une constellation? Ça aussi c'est super intéressant quand on remonte dans le temps, parce que notamment là on est vraiment limité à 1930, puisque c'est là que des limites ont été posées, alors qu'auparavant il n'y avait pas vraiment ces limites, donc l'argument n'existait pas vraiment. Et en fait, moi je pense, donc ça après ça sera à être éventuellement invalidé par d'autres, mais que c'est vraiment en 1995 qu'il y a une mode qui se met en place, et ça part d'Angleterre, et c'est un article dans une presse, dans un tabloïd anglais, je ne sais plus si c'est un tabloïd, bon, dans la presse anglaise, et en fait c'est un journaliste qui annonce, boum, les astrologues ont oublié un 13e signe, et ça va, dans un concours de circonstances, ça va faire le tour du monde, et donc tout le monde va en parler. Et pour moi, c'est à partir de là qu'on va commencer à donner systématiquement cette critique. Et on peut trouver ça notamment sur Internet. Quand on recherche dans les bases de données de Google, on voit bien les moments il y a 3 grands buzz internationaux pendant lesquels en fait, les gens cherchent la question de Ophiuchus
Et donc on voit ces moments-là dans les données Google. Et donc moi je pense qu'il y a une mode qui, comme vous pouvez le constater, je pense avec ce que je vous ai dit, pour moi n'est pas valable. Le focus, c'est pas vraiment un problème. Mais en même temps, il vous manque ma deuxième intervention sur l'histoire. Donc, pour moi, ça reste une critique, la 13e constellation, que je trouve pas bonne, alors qu'il y en a des centaines d'autres qui sont très bonnes contre l'astrologie. Alors, est-ce qu'il faut instaurer une définition officielle? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus possible? Moi, je pense que ce n'est plus possible, sauf tout bouleverser dans le ciel. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est compliqué, donc ça me donne que ça se fasse. Et est-ce qu'il faut restreindre le zodiaque aux planètes majeures, donc aux signes astrologiques? C'est une possibilité. Et donc, est-ce qu'il faut laisser le zodiaque aux astrologues, mais surtout à l'histoire, puisque ce sont le système des signes est désuet par rapport à tous les astres du système solaire actuel? Voilà, c'est une question que je pose, je n'ai pas vraiment la réponse. Est-ce que le zodiaque, c'est vraiment un concept astronomique, finalement, ou est-ce que c'est juste un outil pédagogique? Pareil, je n'ai pas la réponse, je vous laisse y réfléchir, on peut en discuter. Donc là, j'ai terminé. Pour le plaisir, je voulais juste rappeler une donnée dont on n'est pas toujours conscient. C'est le nombre de personnes qui croient dans l'influence des signes astrologiques sur le zodiaque, sur le caractère. Moi, je continue de travailler ces sujets-là, parce que ça m'énerve de voir qu'il y a autant de gens qui continuent d'y croire. Et quand on va un petit peu sur Internet, sur des sites qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude de consulter, qui sont très populaires, en fait, l'astrologie est quand même présente. Et réellement, depuis les années 80, vous voyez, on a toujours au moins 30 et quelques pourcents de Français adultes qui croient que les signes astrologiques influencent le caractère. C'est une croyance qui est installée dans la population. Autant l'astrologie, c'est un problème réglé sur le plan scientifique, on est d'accord, autant dans la population, c'est extrêmement présent. Et les derniers chiffres qu'on a, qui datent de 2022, ce sont quasiment les plus hauts qu'on a depuis les années 80. Donc je pense, moi, que c'est important de traiter la question de l'astrologie, qui est des critiques plus souvent, parce que sinon, face aux milliers de publications d'astrologues croyants et professionnels et amateurs, en fait, le discours critique n'existe pas, il est noyé, et c'est ce qu'on appelle de la désinformation. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous voulez en savoir plus sur toutes ces questions-là, vous pouvez me retrouver sur Internet. Et donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Merci Serge. Finalement, tu vois, un des principaux avantages d'avoir des termes dont on n'a pas les définitions claires, c'est que ça permet d'en parler pendant très très longtemps, quoi. Et en plus, d'en profiter pour balayer, comme tu l'as fait, plein de concepts d'astronomie, de physique, etc. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, vous levez la main, vous parlez assez fort pour qu'on puisse bien l'entendre de partout. Est-ce que je pourrais avoir une bouteille d'eau? Juste en dessous. Ah, voilà, merci. Je parle fort du coup, ça va? De temps en temps, je fais des séances de planétarium. Alors, je ne mentionne jamais les constellations du zodiaque, tout ça. Mais régulièrement, il y a quand même des enfants ou des adultes qui disent: oh tiens, je sais pas, le bélier. Et du coup, j'ai des petites questions. Alors, en général, je dis juste c'est les constellations dans lesquelles passe le soleil, et ça ne prédit pas votre avenir ni votre caractère. Et je m'arrête là-dessus, puis je passe à autre chose. Mais vous, est-ce que vous avez réfléchi depuis longtemps? Qu'est-ce que vous conseilleriez de dire quand j'ai des remarques de ce type-là par le grand public? Ça dépend de quelle question, parce qu'il y a plein de questions différentes. C'est juste le fait de remarquer les signes astrologiques et voilà, à quel point est-ce que je devrais insister là-dessus ou juste passer sous silence Oui. Alors, moi je pense que c'est bien de rappeler que les constellations c'est une chose et les signes astrologiques c'est autre chose. Et à mon avis, le truc qui marcherait bien, c'est de dire vraiment que les signes astrologiques sont déconnectés du ciel réel. Donc effectivement, il y a des noms en commun, mais les signes ne correspondent pas aux constellations. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est que dans 88% des cas de mémoire, quand une planète est dans un signe,
elle n'est pas dans la même constellation. Et je crois qu'il y a 12% des cas où il y a la bonne concordance, mais en général, c'est pas. Donc, l'exemple de la Vierge, je pensais bien, c'est-à-dire que si les planètes sont dans le signe de la Balance, elles ne sont pas en train de passer devant les étoiles de la Balance, elles sont devant les étoiles de la Vierge. Donc, le zodiaque n'est pas lié au ciel réel. Pourquoi est-ce que les astrologues seraient capables de parler de la réalité? Je pense que ça, c'est une connexion qui peut être intéressante. Juste pour remettre en question l'évidence. Parce que pour ces gens, c'est évident. Pour eux, quand ils y croient, c'est clair, c'est accepté, c'est admis, mais il y a plein de choses. C'est une bonne idée. Là. Je peux montrer que le soleil est. Du coup, en ce moment, on est quoi? En bélier, du coup, oui. Du coup, il ne serait pas dans le signe de ce moment. Ça, je peux le montrer directement. Je sais plus. Merci. Je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas gardé ici. Oui, en fait, il y a des schémas qui reprennent justement les signes et les constellations sur des mots. Et là, on voit bien c'est bien quand est-ce qu'on est dedans et quand est-ce qu'on n'est pas. Et savoir pourquoi l'enseignement de ce genre de choses, en fait, l'astronomie et le problème du zodiaque, ça ne se fait pas, par exemple, au lycée. Parce qu'en enseignement scientifique, typiquement, il y a l'esprit critique. Ils veulent montrer un peu comment démontrer les théories un peu qui sont controversées. Et en fait, on ne voit jamais d'astronomie dans ces programmes de l'enseignement scientifique, première, terminale. C'est scientifique, en fait, pour cet enseignement pour tout le monde. Oui. Alors, moi, j'avais Ça ne jamais, en fait. Il y a un moment que je ne suis plus en contact avec les cours de lycée et tout ça, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si Olivier pourrait en parler, puisqu'il est en train de... Oui, c'est une très bonne question, d'autant plus que effectivement, c'est mon thème de ma thèse de doctorat que je suis en train de faire, l'enseignement de l'astronomie, mais plutôt à l'école primaire, donc pour le lycée. Mais c'est les mêmes problématiques. Voilà. Justement, le CLEA, si vous connaissez, c'est déjà très bien, parce que j'ai eu l'occasion de faire une enquête l'année dernière, et sur 1733 profs qui m'ont répondu, un seul connaissait le CLEA. Donc voilà la grosse problématique. Personne fait d'astronomie. Exactement. C'est quelque chose qui est oublié. Comment ça se fait? Je pense qu'il y a tellement de sujets à aborder, en fait, que l'astronomie, c'est un sujet parmi d'autres. Et c'est peut-être un sujet qui est moins pratique par rapport à d'autres applications scientifiques, je ne sais pas. Et pour ce qui est de ce que je vous ai expliqué ce soir, moi je pense que je suis le premier à mettre ça en évidence aussi. Donc pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour en parler. Oui, et d'autant qu'en fait, il faut développer l'esprit critique des élèves au lycée par l'enseignement scientifique. C'est 1 heure par semaine pour les non-scientifiques. Et en fait, dans l'outil d'esprit critique, justement, on parle de la forme de la Terre. Et après, le zodiaque et tout ça, ça pourrait faire partie du programme de... Ah mais moi je pense, oui. Donc, le zodiaque est issu de la culture occidentale. Existe-t-il un équivalent dans d'autres cultures chinoises, mayas, etc. Inverse. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment toutes les réponses à cette question. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que le zodiaque est issu de la culture occidentale, sachant qu'il est né en Mésopotamie? Est-ce que la Mésopotamie, on met ça dans l'Occident? Si oui, d'accord. C'est la Méditerranée. Voilà, méditerranéen, ok. Je sais qu'en Chine, la plupart des civilisations ont développé des constellations différentes. Donc, on peut trouver plein de constellations différentes ailleurs. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que la Chine a toujours été un petit peu, sinon fermée, en tout cas insensible aux apports extérieurs. Donc eux, ils ont vraiment un système à eux. Et je ne sais plus quel est leur zodiaque, entre guillemets, parce que le zodiaque chinois dont on entend parler, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment ce qu'ils utilisaient en astronomie, parce qu'ils ont un nombre inconsidérable de constellations. Et dans d'autres régions du monde, en fait, le zodiaque méditerranéen s'est beaucoup exporté et assez vite, ce qui fait qu'on le retrouve en général un peu partout. Donc, et après, il reste l'Amérique du Sud avec les Mayas qui, eux, n'ont pas été en contact. Et eux, je ne sais pas exactement comment ils repéraient leurs astres. Donc, je ne peux pas trop vous répondre. Est-ce qu'il y aura encore une question?
rester là. Bon, d'abord, on remercie Serge. Hein, pour, pour ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle que Serge a écrit quelques livres, vous pouvez venir jeter un œil ici.